Dans la première vidéo de cette série sur les Antilles, nous avions vu les îles Lucailles. Pour rappel, les Antilles, c'est tout ça. Les grandes Antilles, les petites Antilles et les îles Lucailles. Et dans cette vidéo, on va traiter des grandes Antilles qui contient 90% des Antilles. Les principales îles à retenir sont Cuba, la Jamaïque, la République Dominicaine, Haïti, qui sont toutes indépendantes, et l'île de la Jeunesse qui appartient à Cuba, et Porto Rico qui appartient aux États-Unis. Et on commence tout de suite avec une vidéo traitant de l'histoire de l'île de Cuba, qui mérite une vidéo à elle seule. C'est parti! Cuba était à la base habité par les Amérindiens, la tribu des Taïnos, dont les Lucaïens que nous avions vus à la première partie découlent, et la tribu des Siboney. Ces deux tribus descendent de la branche des Arawaks. Comme pour l'histoire des Bahamas, tout commence avec Christophe Colomb en 1492. C'est donc les Espagnols qui découvrent en premier cette île. Comme pour les Bahamas, les Amérindiens présents sur place se font démonter la gueule. Je mets quand même une mention spéciale à Bartolomé de las Casas, un écrivain de l'époque qui se battait contre l'esclavagisme et le colonialisme. Bon, il s'est pas fait couper la tête, mais c'était quand même l'écrivain le plus controversé de l'histoire. En comparaison avec l'histoire des Bahamas, le seul truc qui va changer, c'est que l'île est beaucoup trop grande pour passer à côté d'une opportunité pareille. Donc, les Espagnols ne vont pas l'occuper par intermittence avant de se la faire voler par les Anglais. Non, celle-ci, ils vont décider de la garder jusqu'au bout. De nouvelles villes sont construites. La capitale, La Havane, fut créée en 1515. Ensuite, les Espagnols, déçus de la faible productivité des mines d'or, se servent de Cuba comme plaque tournante entre le Nouveau Monde, l'ancien nom des Amériques, et leur propre pays. L'île sert également pour la production de tabac, café et canne à sucre. Vers les années 1800, l'île comptait à peu près 40 000 esclavagistes occidentaux et 30 000 esclaves. C'est de 1791 à 1860, surtout pendant la révolution des esclaves à Haïti, que 720 000 esclaves ont été introduits sur l'île. Les Amérindiens s'étant rapidement fait décimer, la plupart des esclaves étaient africains. Ça, plus les esclavagistes français qui arrivèrent sur l'île avec leurs esclaves pour fuir une autre révolution qui avait lieu un peu plus loin. Ensuite, on arrive en 1868 où les luttes pour l'indépendance commencèrent avec la guerre des 10 ans. Elle est déclenchée par Carlos Manuel de Céspedes, un riche propriétaire qui libéra ses esclaves et fonda une armée. Il faut savoir que le contexte se prêtait déjà à une révolte, car en 1865, c'est-à-dire la fin de la guerre de la restauration de la République dominicaine qui chassa les royalistes espagnols de l'île, les idées d'indépendantisme dans la tête des Cubains commençaient à germer. Il y avait le contexte économique très tendu aussi, car à cette même période, les tarifs douaniers américains avaient augmenté, ce qui avait engendré une très grosse crise économique sur l'île de Cuba. Malgré l'aide des États-Unis pour cette guerre des 10 ans côté cubain, les Espagnols tenirent bon. Cette guerre des 10 ans coûta 300 000 morts civils et militaires côté cubain, ce qui est énorme au vu de la taille de la population, mais ce ne fut pas pour rien, car les Cubains obtinrent une première autonomie, l'abolition de l'esclavage en 1880, qui fut réellement mis en pratique en 1886, et l'égalité des Blancs et des Noirs en 1893. On voit également apparaître les premiers partis politiques, ce qui engendra quelques révoltes, comme la Petite Guerre de 1879 à 1880, encore une fois c'était pour la prise de l'indépendance, qui se conclurent tous par des échecs jusqu'en 1895, la guerre d'indépendance cubaine. On va s'arrêter un peu là-dessus, car c'est un point clé très important dans l'histoire de Cuba. Le parti politique le plus impliqué dans l'indépendance de l'île était le Parti révolutionnaire cubain. Il militait également pour l'indépendance de Porto Rico. Son dirigeant était José Martí, symbole de la liberté à son époque. Pour décrire cette guerre, ça commence par un soulèvement à la ville de Santiago de Cuba qui se répandit dans le pays entier. En 1895, les rebelles s'organisent en force politique et créent l'Assemblée de Jimaguayú qui inclua 20 membres et les représentants de l'armée de libération. Une constitution fut créée et cela amena un gouvernement central composé des forces législatives et exécutives regroupées en une seule entité. Des postes sont alors créés, comme par exemple celui de président, vice-président et chef suprême de l'armée de libération. Une fois organisés, les rebelles cubains, également appelés Mambis, réussirent à mener la guerre jusqu'aux provinces de l'Ouest. L'Ouest est un objectif militaire, politique et économique très important, car c'est dans la zone de résistance espagnole. Deux noms à retenir pour cette guerre. Maximo Gómez, général en chef et donc dirigeant de l'armée de libération, et Antonio Maceo, lieutenant général, son bras droit. Pour reprendre l'histoire, en octobre 1895, Maceo rejoint Gómez à l'ouest avec 1400 hommes et sans essuyer de pertes. Vous allez voir, les Cubains dans les guerres, ils sont méga chauds.
Dans cette zone, il y eut des batailles décisives comme celle d'El Naranjo, où 400 rebelles cubains tuèrent 200 combattants en essuyant que 4 pertes, ce qui leur permit au passage de récupérer des armes et des munitions qui leur étaient alors manquantes. Ensuite, Maceo et Gomez arrivent à Matanzas, où 30 000 Espagnols les attendaient avec un général de guerre expérimenté, le général Campos. Maceo et Gomez firent semblant de faire demi-tour, et quand le général Campos crut qu'ils étaient partis, ils changèrent de direction, tout droit à la Havane, en prenant au passage 8 villes importantes. Gomez resta alors sur la Havane avec 2500 hommes, tandis que Maceo marcha en direction de Pinar del Rio avec 1500 hommes. Le 22 janvier 1896, Maceo hisse le drapeau cubain à Mantua. Fallait le faire quand même. Côté espagnol, on parle de 100 000 hommes au début et 180 000 à la fin, avec 42 généraux et des armes plus modernes. Les batailles à l'ouest étaient ultra sanglantes. Même s'ils avaient l'opinion publique, c'était pas facile côté cubain. José Martí, le président, et Antonio Maceo finissent par mourir pendant cette guerre. Toujours en 1896, l'Espagne ordonne aux habitants des zones rurales de se rendre en moins de 8 jours dans les villes tenues par les troupes espagnoles. Passé ce délai, toute personne en dehors serait considérée comme un rebelle. Dans la plupart des cas, les hommes rejoignirent les forces rebelles tandis que femmes et enfants rejoignirent les villes alors surpeuplées et où se nourrir devenait compliqué. Cette mesure dura jusqu'en mars 1898 et tua un tiers de la population. GG l'Espagne. Entre-temps, le 10 octobre 1897, et comme prévu dans les plans, une deuxième assemblée constituante vit le jour à La Llaga. La Constitution a subordonné le gouvernement militaire aux règles civiles et a transmis le pouvoir du général en chef à cette autorité civile. Ensuite, en janvier 1898, les États-Unis, jusqu'alors neutres, décident de déclarer la guerre à l'Espagne, soi-disant pour protéger leur intérêt économique. Ils arrivent toujours au bon moment, ceux-là. La guerre USA-Espagne ouvre ses portes en avril 1898 et donne la guerre hispano-américaine. Bon, à ce moment-là, ça part vraiment en steak et l'Espagne finit par se rendre la même année. Et petit retour dans la première partie de cette vidéo qui traitait des îles Lucailles, comme on l'avait vu, en 1776, quand les États-Unis attaquaient l'Angleterre pour prendre les Bahamas, l'Espagne en avait profité pour prendre des îles à côté. Ces îles appartenaient à l'Espagne à ce moment-là. Et bien c'est pendant la guerre hispano-américaine que l'Espagne finisse par les perdre. C'est pourquoi actuellement aucune île des Antilles n'est actuellement espagnole, malgré la forte présence de l'Espagne pendant la période coloniale. Bref, les Espagnols perdent le contrôle de Cuba et les États-Unis s'approprient la victoire de l'armée de libération de Cuba en faisant bien comprendre que c'est uniquement grâce à eux qu'il y a eu victoire. Ils méprisent même les indépendantistes en empêchant les délégués des anciennes colonies à participer aux pourparlers de paix. Le traité de Paris signé entre les USA et l'Espagne le 10 décembre 1898 met officiellement fin à la guerre hispano-américaine. En parlant de cette guerre, cela ne concernait pas que Cuba, mais également quelques colonies aux alentours. Voici donc quelques points du traité. Article 1er, l'Espagne abandonne tout droit et titre de souveraineté sur Cuba. Elle doit être évacuée par les Espagnols et l'île appartient dorénavant aux États-Unis d'Amérique. Article 2, l'Espagne cède aux États-Unis Porto Rico et toutes les autres îles sous la souveraineté de l'Espagne dans les Indes occidentales. Article 3, l'Espagne cède aux États-Unis d'Amérique l'archipel des Philippines ainsi que toutes les autres îles à proximité dans un périmètre défini. Je ne vais pas citer tous les points du traité car on s'éloigne un peu de Cuba, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Américains se sont appropriés cette île. Mais bon, les Cubains sont tellement enragés de cette situation que les Américains comprennent qu'il faut vite partir de l'île, et c'est ce qu'ils font. Le 20 mai 1902 naît officiellement la République de Cuba et son premier président fut Tomás Estrada Palma. Maintenant vous vous dites sûrement que c'est cool, que l'indépendance de Cuba a sûrement dû apporter de grands changements pour la population, mais non. Le pouvoir en place était très obéissant envers l'oligarchie des planteurs de l'île et donc les classes défavorisées n'ont pas vu d'amélioration dans leurs conditions de vie. Du coup, nouvel soulèvement des populations noires de l'île comme dans le passé, ce qui engendra une intervention américaine en 1912 qui reprit un peu de contrôle sur l'île. Les États-Unis réussirent alors à mettre un président à leur solde en 1924, Gerardo Machado, et il fit de Cuba une dictature tentant de supprimer toute opposition au libéralisme américain. Mais certains mouvements syndicalistes, étudiants et politiques entraînèrent sa chute en 1933. Ensuite, jusqu'à environ les années 1950, l'île est toujours sous influence américaine et toutes les mafias italo-américaines y installèrent beaucoup de casinos pour faire du blanchiment d'argent à très grande échelle. Des convergences d'intérêts se firent entre les sociétés américaines, la mafia Cosa Nostra et le gouvernement américain.
Les Américains à ce moment ont un contrôle invisible sur l'île. Et c'est là qu'on va parler d'El famoso Fidel Castro. Ce dernier est contre l'idéologie capitaliste du nouveau dictateur, Batista, et le 26 juillet 1953, il lance un coup d'État sur la caserne de Moncada, sans succès. Il finit donc en tôle. Mais les civils protestent tellement pour la libération de celui-ci que le gouvernement est obligé d'agir. Il le libère donc sous contrainte de s'exiler au Mexique, pensant s'en débarrasser comme cela. Une fois au Mexique, Fidel et son frère Raúl Castro réussissent à organiser une armée rebelle de 82 hommes, dont El famoso Ernesto Guevara, alias le Che Guevara. Fidel Castro prend alors son temps pour se former militairement et élaborer une stratégie pour renverser la dictature de Cuba. Et alors là, me demandez pas comment, mais il débarque sur Cuba en bateau avec son armée de 82 hommes et il réussit à vaincre l'armée de Batista qui les attendait sur place. Sur les 82 hommes, il n'en restait que 16 en vie, dont Fidel Castro, son frère Raúl Castro et le Che Guevara. Les États-Unis, à ce moment-là, un peu gênés par la brutalité du régime de Batista, décident de voir Fidel Castro comme une alternative plus intéressante pour eux. Ils décident donc de retirer toutes leurs aides au régime cubain en place pour la fournir à Fidel Castro, mais bon, ça a peu d'impact car derrière ils vendaient quand même des armes aux dictateurs de la République dominicaine qui eux-mêmes soutenaient Batista. Pour faire simple, ils ont créé cette guerre et ils ont fait du business dessus en vendant des armes aux deux camps. En 1958, Fidel Castro, qui a à ce moment-là bien plus de 16 membres dans son équipe, doit faire face à 10 000 combattants et il réussit à prendre les villes de Santa Clara et Santiago de Cuba. Et si vous voulez savoir pourquoi Fidel Castro est considéré comme une légende révolutionnaire, c'est parce qu'il a fait plein d'exploits comme ça et qu'il était toujours en première ligne pendant les combats. Le Che Guevara, Camilo Cienfuegos et Raúl Castro sont eux aussi des légendes révolutionnaires pour leurs nombreux exploits et leur dureté envers l'ennemi et les traîtres. Le 31 décembre 1958, alors qu'aucun camp n'a l'avantage sur l'autre, Batista décide de se barrer de Cuba en allant en République dominicaine, puis vers l'Espagne de Franco avec 40 millions de dollars en poche. Au calme. Belle mentalité. Le lendemain, donc, pour le nouvel an, Carlos Rivero Agüero devient président et Fidel Castro son premier ministre. Rapidement, par rapport aux réformes que Castro souhaite faire passer pour Cuba, il se rend compte qu'il va y avoir un problème avec les États-Unis. Il a à ce moment-là deux choix. Soit renoncer aux réformes nationalistes, soit s'orienter vers une nationalisation complète de l'industrie et des banques. Son gouvernement choisit la deuxième option. Il rétablit alors la peine de mort qui avait été abolie en 1940 contre toute personne causant des délits contre-révolutionnaires et toute personne portant atteinte à l'économie nationale. Il y eut 631 condamnations à mort que Fidel Castro exécuta lui-même et 70 000 incarcérations politiques. Tous des partisans de l'ancienne dictature. Ensuite, Fidel Castro reporte pour plus tard les nouvelles élections démocratiques et il vire du pouvoir toute personne ayant une sensibilité libérale en les remplaçant par des personnes à sensibilité révolutionnaire nationaliste ou communiste. Ensuite, de 1959 à 1965, des opposants au régime Castro, et dont parmi eux des anciens rebelles ayant participé à la révolution cubaine, décident de mener un coup d'État estimant que Castro a trahi les idées de la révolution. 70 000 soldats sont mobilisés pour stopper cela. La révolution n'aboutit pas. Et si Fidel Castro a mis des communistes au pouvoir, ce n'est pas pour rien. À ce moment-là, il n'était pas communiste lui-même. C'était à ce moment-là la seule force organisée à Cuba et ça permettait de nationaliser les biens des mafieux très influents sous Batista et donc de créer de la richesse et de l'emploi pour le pays. Du côté des États-Unis, le président Eisenhower craint que Fidel Castro soit réellement communiste et s'allie avec l'URSS. À ce moment-là, on est presque à la guerre froide. À cette même période, Fidel Castro est alors reçu à la Maison-Blanche par le Premier ministre Richard Nixon, et malgré que ce dernier confirme que Fidel Castro n'est pas communiste mais juste un peu naïf, Eisenhower a quand même peur et décide le 17 mars 1960 de renverser le régime cubain. Pour ça, il met en place l'annulation de la quote-part sucrière cubaine, la fin des livraisons de ressources énergétiques, la poursuite de l'embargo sur les armes imposé en mars 1958, la mise en place d'une campagne de terrorisme et l'organisation d'une force paramilitaire destinée à envahir l'île de Cuba et destituer Fidel Castro. Et vous allez voir, c'est assez drôle parce que les peurs de Eisenhower se matérialisent. Cette situation pousse Fidel Castro à acheter du pétrole à l'URSS. Du coup, Eisenhower arrête l'importation du sucre cubain vers son pays, ce qui représentait quand même 80% de l'exportation de Cuba vers ce pays et un quart des emplois de l'île. Et du coup,
Fidel Castro resserre ses liens avec l'URSS. Et suite à cela, la CIA prend contact avec la mafia qui avait été abîmée par le régime Castro pour décider d'assassiner ce dernier. Ils n'ont bien sûr pas réussi. Je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé sous Castro car il y a vraiment énormément de choses, mais allez, une petite dernière pour la route, la baie des cochons. Dans les années 60, les États-Unis sous Kennedy entraînent et fournissent des armes à des anticastrites qui préparent un débarquement à Cuba. Grâce à l'aide du KGB, Fidel Castro fut longtemps prévenu à l'avance de ce débarquement. Pile avant le débarquement, Fidel Castro annonce publiquement que la révolution cubaine était de nature socialiste. Ensuite, les 1400 rebelles débarquent au sud de Cuba dans une plage appelée la baie des cochons. La CIA pense que le débarquement va soulever le peuple contre Fidel Castro, mais il n'en est rien. Les rebelles finissent par se faire écraser, et Fidel Castro, qui était présent en première ligne sur le front de bataille, gagne encore plus en popularité auprès des Cubains. Peu de temps après, Fidel Castro annonce à la télé qu'il se définit comme étant marxiste-léniniste et que Cuba adopte officiellement le communisme. Dans sa carrière, Fidel Castro a survécu face à 10 présidents américains. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, George W. Bush Sr., Clinton et George W. Bush Jr. C'est seulement en 2008, après 49 années à la tête de Cuba, que Fidel Castro décide de se retirer du pouvoir pour le léguer à son frère Raúl Castro. Fidel Castro décède de vieillesse le 25 novembre 2016. Raúl Castro, encore en vie, lègue le pouvoir de Cuba il n'y a pas si longtemps que ça, le 19 avril 2021. Et actuellement, Cuba, c'est comment alors? Eh bien, c'est dirigé par Miguel Díaz-Canel et c'est une dictature, un état communiste à parti unique. On y parle l'espagnol, et plus particulièrement l'espagnol cubain, et le pays est plutôt pauvre. Les habitants gagnent à peu près quelques dizaines d'euros par mois, mais la plupart des Cubains ont de la famille à l'étranger qui leur envoie de l'aide, et la vie est 40 fois moins chère qu'en France. Cet état vit principalement du tourisme, et du coup, vous ne paierez pas les mêmes prix que les Cubains. Il existe une monnaie spécialement réservée aux touristes. Mais bon, comparé à la France, ça reste 40% moins cher pour les hôtels, et 23% moins cher pour l'alimentation. Ça reste un des pays les plus chers d'Amérique latine, mais bon, je vous conseille très fortement quand même la destination. Déjà, vous pourrez retrouver toutes les activités qu'on peut faire aux Antilles comme aux Bahamas. Ensuite, le pays est le plus grand des Antilles, donc vous aurez énormément de villes et de lieux à visiter. Et pour finir, il n'y a quasiment pas de violence à Cuba. Bon, après n'oubliez pas que c'est une dictature et que si jamais vous parlez de politique avec quelqu'un là-bas, il n'osera pas vous dire son réel avis. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera une nouvelle fois des Antilles. Allez, hasta luego!